Government is the problem. The American dream is dead. There is not a liberal America. Make America And a conservative America. great again. There is the United States of America. I solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Ask not what your country can do for you. So help me God. Ask what you can do for your country. Congratulations, Mr. President. Bonjour et bienvenue dans 50 States, un podcast en 50 épisodes, 50 numéros pour parler des 50 États qui forment l'Amérique. Alors que la présidentielle américaine est lancée, on a voulu plonger dans ce pays immense. Un pays immense, mais qui compte un grand nombre d'États minuscules. Tous sont situés au même endroit, à l'est du pays, dans la région de la Nouvelle-Angleterre. Aujourd'hui, on va partir dans l'un d'entre eux. Bienvenue dans le Vermont. Welcome to the state of Vermont. They don't have any big cities. They barely have any medium cities. It is filled with cute little rural towns. Le Vermont, c'est donc en haut à droite de l'Amérique. Le Vermont, un État à part, un État rural, très rural, couvert à 75% par la forêt. Le Vermont, c'est 650 000 habitants et plusieurs particularités. Ici, pas de gratte-ciel, pas de panneaux publicitaires sur le bord de la route et surtout, pas de McDo dans la capitale. Dans le Vermont, la spécialité locale, c'est le maple syrup, le sirop d'érable et ses 4 catégories, doré, ambré, foncé, très foncé, que vous pouvez mettre sur les crêpes, sur les gaufres et absolument tout ce que vous voulez. Can you pass the maple syrup, please? I didn't put... It's spaghetti. Parmi les présidents américains, c'est Thomas Jefferson qui était le plus accro à l'érable. Et à propos de présidents, les habitants du Vermont ont souvent voté républicain dans leur histoire. Et puis, tout d'un coup, dans les années 90, changement radical, les démocrates gagnent. Well. How the turntables... Tout le Vermont devient un État bleu dont on va commencer l'histoire par une faute d'orthographe. Would you mind spelling that out? Tous les connaisseurs de foot français le savent, Montpellier est une grande ville et un grand club de Ligue 1. Dans l'armoire à trophées, on trouve un titre de champion et 2 Coupes de France, le meilleur buteur de l'histoire du club, et d'ailleurs une légende nationale. But de Laurent Blanc! Laurent Blanc. Bref, Montpellier et le foot, c'est du sérieux. Ce qui fait beaucoup moins sérieux, en revanche, c'est quand le club a passé commande de ses nouveaux maillots pour la saison 2017-2018. Les joueurs le portent sur le terrain, les supporters se l'arrachent dans les boutiques, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive d'une bourde monumentale, une faute d'orthographe à peine croyable. Well, I just can't believe my eyes. Le fournisseur du logo, qui figure sur tous les maillots mis en vente, a écrit Montpellier avec un seul L, alors qu'évidemment, comme chacun sait, Montpellier, ça prend 2 L. I know, and it is the worst mistake I ever made. Catastrophe, panique, cellule de crise, le club est obligé de publier un communiqué de presse pour rassurer les supporters et leur dire qu'ils seront, bien évidemment, remboursés. Mais il reste une question. Que faire de tous les maillots qui vont ainsi être récupérés? Et que faire de tous les maillots des joueurs qu'on a remis illico dans les placards? Inutilisables, ils sont bons pour la poubelle, mais cela serait un énorme gâchis. Et c'est là que le sujet devient politique. Le maire de Montpellier organise une conférence de presse car il a une idée. Oui d'accord, le club a fait une bourde. Oui d'accord, les maillots sont inutilisables. Mais il y a une ville dans le monde qui s'appelle Montpellier et qui ne comporte qu'un seul L. Oui, une ville et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de Montpellier aux États-Unis. Et ce n'est pas une petite bourgade ou un bled paumé, non, c'est même la capitale de l'État du Vermont. Montpelier. Le maire de Montpellier, en France, a donc appelé le maire de Montpellier, aux États-Unis,
pour lui proposer un stock de maillots pour son équipe de soccer. Et l'Américain, évidemment, puisque c'est gratos, a dit oui. Les maillots et leurs fautes d'orthographe ont donc pris l'avion direction l'Amérique, direction le Vermont et la ville de Montpellier, un seul L, qui fut baptisé comme ça en 1781 par le colonel américain Jacob Davis, qui voulait, avec ce geste, montrer sa gratitude au peuple français qui avait aidé les Américains dans leur révolte contre les Anglais. Alors oui, lui aussi a fait une faute d'orthographe, lui aussi a oublié un L. I keep having this nagging feeling that I've forgotten something. Hey, if you forgot it, it probably wasn't all that important. Yeah, I guess. Mais merci pour l'hommage. Bienvenue à Montpellier donc, bienvenue dans le Vermont. Pour mieux connaître et mieux comprendre le Vermont, on a fait appel au journaliste Guillaume Debré, grand connaisseur des États-Unis qu'il a parcouru de la West Coast à la East Coast. Et sur la côte Est, justement, on trouve le Vermont. Bonjour 50 States, je suis Guillaume Debré, je suis directeur adjoint de la rédaction de TF1. J'ai vécu 16 années aux États-Unis et aujourd'hui on va parler du Vermont. Alors d'abord une première question, est-ce que c'est joli le Vermont ? C'est magnifique, c'est verdoyant, il y a des collines, c'est une lande forestière interminable et c'est surtout joli au mois d'octobre-novembre, fin octobre, quand les érables deviennent flamboyants, deviennent rouges et on a l'impression que la lande forestière est en feu. C'est absolument fantastique. Ceux qui aiment l'hiver, ils seront servis parce qu'il neige pendant 3 mois de l'année et il fait un froid de canard. On est à la frontière canadienne. C'est un État assez sophistiqué parce qu'il y a une culture rurale, mais il y a une culture de fierté locale, d'indépendance, de rébellion contre l'État fédéral qui est très présente dans les gens qu'on croise et ils s'en ouvrent très librement. Dès le début de l'Amérique, le Vermont s'est dit, nous, se mettre dans une association d'États avec une capitale qui est soit New York, soit Philadelphie, soit cette nouvelle ville qui s'appelait Washington, et être copain ou être associé avec des racistes du Sud qui ont des esclaves, alors que nous, on a déjà aboli l'esclavage, se mettre avec les commerçants de New York dans cette espèce d'énorme port, nous, on n'a pas très envie, et très rapidement, le Vermont prend son indépendance et se rapproche de l'ancienne puissance colonisatrice, les Britanniques. Ils font même une association et puis finalement ils vont revenir dans le giron américain. Donc il y a cette culture indépendantiste, il y a cette culture rebelle. C'est pas l'Amérique qui obsède les Français parce qu'on aime regarder l'Amérique et essayer de la dénigrer, mais il y a tout un mouvement, notamment au Vermont, dans le Vermont, mais ailleurs aussi, de réappropriation de la nature, de respect de l'environnement, et le Vermont a été précurseur dans cette idée, peut-être parce que c'est un État de gauche, peut-être parce que c'est un État qui se veut fier et indépendant, mais il y a un respect de la nature, et ils ont essayé de fermer des usines, fermer des pollueurs. Il y a eu un grand combat dans les années 90. Donc oui, il y a cette Amérique du Vermont, cette Amérique qui se répand, qui est un peu l'Amérique des écolos. Et dans cette Amérique des écolos, est-ce qu'on trouve des Français ? Est-ce qu'il y a des Français comme dans pas mal d'États comme ça de la Nouvelle-Angleterre ? Moi, j'avais croisé un Français, Hervé Mons, un fils de cette dynastie des fromagers de Roanne, et il avait pris sous son aile 2 hurluberlus américains du Vermont, qui s'étaient mis en tête de créer le premier bleu des États-Unis, mais bleu non pasteurisé. Et ils avaient créé au sein d'une colline, ils avaient percé la colline, ils avaient créé une grande carrière et une grande cave qui était absolument magnifique. Et là, ils stockaient un fromage qu'ils faisaient avec que des petits producteurs de lait locaux. Ils faisaient un fromage qui s'appelle The Hazen Bailey Blue, et qui est honnêtement absolument délicieux. Moi, je vous le recommande. Il rivalise avec nos bleus d'Auvergne ou nos bleus de Montbrison. Ça va pas plaire à Laurent Wauquiez, ça. Laissez Laurent Wauquiez tranquille. Et puis, ils avaient développé autour de ce fromage bleu une culture proche de la nôtre. C'était une culture gourmande où on se retrouvait localement avec du pinard
pas de Vermont parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais du pinard américain. Et honnêtement, on sentait un peu des relents de France ou d'Europe revenir chez ces anglo-saxons puritains, parce que moi je me souviens, à la fin du reportage, ils avaient dressé une table, il y avait du fromage, ils avaient sorti des bouteilles, ils avaient invité des copains tout autour, parce que des reporters français qui viennent au cul du monde du Vermont, c'était pas fréquent, et on se retrouvait, c'était une scène de partage qu'on aurait pu trouver soit sur les contreforts des Alpes ou en Auvergne chez Laurent Wauquiez justement. On vient d'entendre Guillaume Debré parler du fromage dans le Vermont et ça ouvre l'appétit. Mais avant ça, il a aussi évoqué la beauté des paysages. Et avoir des paysages magnifiques, forcément, pour cet état du nord-est de l'Amérique, c'est une super nouvelle. Pour le tourisme, c'est une belle carte à jouer. Enfin, pas pour tout le monde. Dans le Vermont, il y a en effet une petite ville, appelée Pomfret, qui en a marre, mais alors ras la casquette, de voir débarquer des cars de touristes et des bus remplis d'influenceurs qui viennent tous au même endroit pour faire la même photo. Oh my God, this is so amazing! Alors c'est vrai, sur cette route, la Cloudland Road, la vue est superbe, les clichés magnifiques, la nature est waouh! Mais enfin, trop, c'est trop, tout le monde veut se photographier devant la Sleepy Hollow Farm, une bâtisse qui date des années 1750 et qui a connu un nouveau coup de projecteur quand le guitariste du groupe Aerosmith a racheté l'endroit. Ici, tout est splendide, le cadre, les couleurs, la composition du décor, c'est idéal pour Instagram, sauf que stop, terminé. L'an dernier, pendant 3 semaines, du 23 septembre au 15 octobre, la ville a décidé de fermer la route, interdiction de passer. Sauf évidemment si vous êtes un riverain, la même mesure pourrait être prise cette année afin d'empêcher les gens de venir. Et oui, le surtourisme, ça ne touche pas que Paris ou Venise, ça touche aussi le Vermont. Dans le Vermont, il y a un autre endroit magnifique qui est lui aussi beaucoup photographié, mais comme il est immense, ça va, il y a de la place pour tout le monde. Si vous allez sur un moteur de recherche et que vous tapez lac Champlain, C-H-A-M-P-L-A-I-N, vous trouverez globalement des avis très positifs. Note moyenne 4,7 sur Google, 4,5 sur TripAdvisor. Tout le monde parle d'un endroit calme, apaisant, chatoyant. Le lac Champlain, c'est probablement l'un des lieux touristiques les plus connus du Vermont. Une immense étendue d'eau, 210 km de long, 80 espèces de poissons, un petit paradis pour la pêche, pour le vélo ou pour les voiliers. Et si le lac porte ce nom, c'est en hommage à Samuel de Champlain, un Français, un grand explorateur dont le nom vous dit peut-être quelque chose puisque dans les manuels scolaires, on nous a appris que c'est lui qui a fondé la ville de Québec en 1608. Samuel de Champlain fait ériger l'habitation de Québec, le centre de la Nouvelle-France. Mais ce qu'on ne sait pas, en revanche, ou alors en tout cas moi, j'avais oublié, c'est que c'est aussi lui qui a trouvé le nom du Vermont. Montagne verte, des monts verts, Vermont, logique, fallait y penser. So dumb, it's brilliant. No! It's just dumb! Alors forcément, Samuel de Champlain a droit à sa petite statue le long du lac Champlain, dans la plus grande ville de cet état qui s'appelle Burlington. Burlington qui mérite un petit temps d'arrêt, surtout si vous aimez les glaces, le business et la politique, surtout si vous avez envie de savoir pourquoi et comment le Vermont est devenu le bastion de la gauche américaine. You had my curiosity, but now you have my attention. Dans le Vermont, comme partout aux États-Unis, l'histoire commence souvent de la même manière. 2 copains trouvent une idée, un concept, chacun met tout l'argent qu'il peut sur la table et puis c'est parti, on tente le coup. Et c'est ainsi que le 5 mai 1978, dans la ville de Burlington, le vieux rideau de fer d'une ancienne station-service se met à bouger, à grincer, puis à se relever.
2 jeunes hommes affichent un grand sourire car pour eux c'est le grand jour, le grand saut. Ils ont racheté cette vieille station essence pour lancer un nouveau business, un magasin de crème glacée. Les 2 amis se nomment Jerry Greenfield et Ben Cohen. Le nom de leur entreprise s'appellera donc Ben & Jerry's. Hi, I'm Ben. I'm Jerry. You know, we may not have the money to go on TV for 30 seconds, but we sure do make some of the best ice cream you ever tasted. Les 2 jeunes hommes se connaissent depuis le collège, mais ne sachant pas trop quoi faire de leur vie, ils ont pris des cours par correspondance pour apprendre à faire des glaces. This is yummy. Et manifestement, les cours devaient être plutôt bons, puisque leur entreprise va cartonner dès les premiers jours. Les glaces sont délicieuses. He's the greatest ice cream man in the world. Le public en raffole, et puis Ben & Jerry ont le sens du marketing. Leur packaging est original, ils distribuent des glaces à domicile dans leur pick-up. Ils instaurent la journée de la glace gratuite. Today is Free Cone Day. Across the state, the ice cream makers are giving out free cones as a way to say thank you to fans who come back year after year. Dans la presse, on parle d'eux. Le magazine Time déclare carrément que leurs glaces sont les meilleures du monde. Ben & Jerry ne s'arrête pas là. Ils garantissent que leurs glaces sont fabriquées avec des produits locaux, que tout est pensé en faisant hyper gaffe à l'environnement. Ils se rêvent en patron modèle. Dans leur entreprise, c'est décidé. Personne ne doit gagner plus de 5 fois le plus petit salaire de la boîte. These guys aren't just anybody. They're good. Ben & Jerry ont de l'argent, de la visibilité médiatique et donc du pouvoir. Et il se trouve qu'ils veulent s'engager politiquement. It's an odd thing to see. They've taken a break from making Chunky Monkey, The Tonight Dough, half-baked, and now want to get into politics. En 1981, une élection importante doit avoir lieu à Burlington. La ville doit se choisir un nouveau maire. Et parmi les candidats, il y a un profil original. Un New-Yorkais de Brooklyn, fils d'immigrés polonais. Il a 40 ans et il s'appelle Bernard. Pas le prénom le plus sexy du monde, ok. Mais il a un surnom. Bernard Sanders se fait en effet appeler Bernie Sanders. Son programme est à gauche, très à gauche, et s'appelait beaucoup aux 2 fondateurs de Ben & Jerry's. Les 3 hommes se rencontrent et leur amitié dure encore aujourd'hui. And we'll always be friends forever, won't we? Yeah, forever. En 1981, la campagne est hyper serrée, mais Bernie l'emporte et devient maire de Burlington. Une victoire avec 10 voix d'avance sur son concurrent. 10 voix seulement, incroyable. Forcément, immédiatement, il est invité par l'émission le Today Show. This is Mayor Bernard Sanders. Mayor Sanders got a lot of attention recently, mostly because he is a socialist. And everybody reading that article said, my goodness, how did this happen in good old conservative Vermont? How do you respond? Well, in Vermont, being conservative is different perhaps than being conservative elsewhere in the country. Also, what I think most people don't know is Vermont happens to be one of the very poorest states in the country. Imaginez un peu un socialiste qui remporte la mairie d'une grande ville américaine. Quand ils ont appris ça, certains Américains ont dû s'étouffer en mangeant leurs cornflakes. What? À partir de cette date, en tout cas, la ville de Burlington et plus globalement l'État du Vermont vont devenir le laboratoire des idées de la gauche américaine. 1,000 experiments, 1,000 failures, and then, at last, the great wonderful day. Aux États-Unis, le Vermont est donc ce qu'on appelle un État progressiste. Quelques exemples. Le Vermont est le premier État à avoir autorisé les unions civiles entre personnes homosexuelles. Boy, that's marvelous. It's fabulous. Le 4e à avoir autorisé le mariage gay. I definitely do. Dans le Vermont, 7,3% de la population se réclame LGBTQ+, le 4e plus haut pourcentage dans tout le pays. Vermont is known for its delicious maple syrup, but perhaps should also be known for the fact that it is very gay. Dans le Vermont, la peine de mort n'existe pas, et si vous en voulez encore, sachez que Burlington est la première ville du pays à s'alimenter à 100% grâce aux énergies renouvelables. I'm so proud of you. Aucun doute, donc, on est ici dans un bastion de la gauche, dans la définition même de la gauche, et pourtant, allez comprendre, le gouverneur est républicain, oui, mais un certain type de républicain. C'est le moment d'ouvrir le dernier chapitre de ce podcast et de vous parler du gouverneur du Vermont. Il s'appelle
Phil Scott. Dans le Vermont, si vous aimez la vitesse, les voitures et les sensations fortes, alors vous aimerez forcément la Thunder Road. Une course de stock car sur un circuit en forme d'ovale où les bolides filent à toute allure. Speed. I am speed. La Thunder Road, c'est l'une des courses les plus connues et les plus populaires du nord-est des États-Unis. Les pilotes n'ont peur de rien et prennent des risques pour la plus grande joie des spectateurs. En 1996, c'est un jeune pilote de 38 ans qui franchit la ligne d'arrivée en premier. Photos, autographes, trophées, l'homme qui vient de gagner la course s'appelle Phil Scott et 20 ans plus tard, en 2016, il sera élu gouverneur du Vermont. Une autre forme de course et de prise de risque puisqu'il a réussi à être élu dans un État qui, on vient de le montrer, est plutôt à gauche et même à la gauche de la gauche. Phil Scott, un gouverneur républicain donc, un gouverneur rouge dans un océan de bleu démocrate. Mais Phil Scott n'est pas un républicain comme tout le monde, c'est un républicain qui passe son temps à répéter qu'il faut travailler ensemble, main dans la main, et qu'il ne faut pas s'engueuler à longueur de journée entre partis politiques. When you face a disagreement, you can bring your points up, but you really should be listening to what are their points, what are their fears, why do they feel the way they do. Together, we can disagree better. Un discours qui ne ressemble pas trop au leader de son parti, Donald Trump. D'ailleurs, Phil Scott fait partie de ces républicains qui ne supportent pas du tout l'ancien président. D'ailleurs, en 2020, Phil Scott avait fait cette déclaration face à la presse. I didn't support President Trump. I wasn't going to vote for him. But then I came to the conclusion that it wasn't enough. But I ended up voting for Joe Biden. Phil Scott, le républicain, a donc avoué avoir voté pour Joe Biden, le démocrate. Rien d'étonnant puisque pendant la présidence de Donald Trump, Phil Scott avait là encore passé son temps à critiquer l'ancien président, demandant à plusieurs reprises sa démission. Il s'était notamment opposé à Donald Trump au moment du Covid, quand Trump disait à tout le monde que le virus était une grippette. Phil Scott, lui, faisait vacciner tout le monde. On December 15th, the University of Vermont Medical Center administered the first vaccines in the state. Le Vermont fut d'ailleurs l'État américain avec le taux de vaccination le plus élevé et avec le nombre de victimes le plus faible d'Amérique. Tout ça pour dire que pour les élections du mois de novembre, Donald Trump ne pourra pas compter sur Phil Scott pour reprendre la Maison-Blanche. Phil devrait à nouveau donner sa voix pour Joe Biden. Quoi qu'il arrive, il ne suffira pas de remporter le Vermont pour gagner la Maison-Blanche. Les États-Unis, c'est 50 États que vous pourrez bientôt découvrir dans un nouveau numéro de 50 States.